Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télé-Sud. Alors on dit souvent que pour entreprendre, il faut savoir sortir du cadre. Parfois, il faut aussi savoir y rentrer. Vous allez comprendre. Bonjour Jean. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. Alors oui, c'est un petit jeu de mots rentré dans le cadre parce que votre entreprise, Lama Factory, encadre finalement des œuvres d'art. Exactement. Lama Factory, nous sommes un atelier d'encadrement et notre mission, c'est vraiment de réinventer cet artisanat et d'en faire une marque digitale et une marque inspirante pour donner à chacun l'opportunité d'avoir un cadre fait main chez soi. On va revenir sur cette aventure entrepreneuriale, mais on commence toujours par un petit point de vue sur l'actualité. Et c'est vrai que c'est une actualité porteuse pour des entreprises comme les vôtres. Ce Covid qui nous a confinés tous les uns et les autres, en tout cas une partie du temps, nous a fait redécouvrir notre intérieur. Exactement. Je dirais l'impact du contexte sanitaire sur notre marché. Il y en a deux. Le premier, c'est comme tu l'as dit, l'ère du nesting. Les gens sont restés chez eux et ont eu envie de personnaliser leur intérieur. La personnalisation, ça passe par de l'achat de l'art, des meubles sur mesure, etc. Et on s'inscrit là-dedans. Et le deuxième impact, c'est sur le marché de l'art. Le marché de l'art s'est digitalisé. Ça a été turbo-boosté par l'impact du Covid. Beaucoup de places de marché sont mis à vendre de l'art. Oui, même les Christie's, Sotheby's, les ventes aux enchères passent de plus en plus par Internet. Oui, par la réalité virtuelle. Comment arriver à connecter avec les gens bien que les gens soient chez eux. Comment mettre en avant les produits à travers le digital. Et donc du coup, nous, on s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Comment l'encadreur de demain peut s'adapter à la digitalisation de ce marché pour accompagner à la fois les galeries, les particuliers et les artistes. Et en termes d'activité sur ce marché de l'intérieur, plus globalement de la décoration, vous avez des chiffres, il y a eu un vrai boom. Alors du coup, au sens large, nous, sur le marché vraiment de la décoration murale et de l'encadrement, nous, c'est un marché de 4 milliards à l'échelle européenne, qui est fragmenté entre plusieurs acteurs. Il y a vraiment les acteurs de la déco murale standardisée, donc les Ikea, les Leroy Merlin, etc. Et après, il y a tout un marché de l'artisan encadreur. Donc là, en France, c'est à peu près 1800 artisans encadreurs et c'est ultra fragmenté. Et en fait, nous, on essaye d'arriver avec une approche qui est à la fois accessible d'un point de vue de tarif et personnalisation du produit en ligne, et qualitatif, parce qu'il y a une opposition entre le standard impersonnel et pas quali, et de l'autre côté, chez l'artisan encadreur, ça va être ultra quali, mais hors de prix. Mais du coup, est-ce que vous redoutez, on l'espère, cette sortie de crise sanitaire, cette fin du Covid, cette vaccination, que les gens ressortent de chez eux? Est-ce que du coup, c'est une angoisse en tant qu'entrepreneur? Non, parce que je pense qu'au final, la tendance de fond, elle est réellement là. Les gens ont envie de personnalisation, que ce soit dans l'achat de tout et n'importe quoi, si je puis dire, et notamment dans le secteur de la déco murale, et qu'il y a énormément de marques qui sont développées sur cet aspect-là, de sur-mesure ou de personnalisation, parce qu'il y a un distinguo un peu entre les deux. Et je pense que, en fait, ça a été un catalyseur, mais que la tendance était là avant même le Covid, parce qu'il y avait des marques qui étaient déjà établies, et que ça a juste accéléré cette transformation-là, et que nous, on s'inscrit dans cette dynamique. Et c'est un marché qui est trusté beaucoup par des grands acteurs aussi, du prêt à encadrer. Exactement. Après, nous, vraiment, c'est un produit qui est totalement différent. Nous, on oppose les deux modèles parce que dans la tête des gens, c'est polarisé comme ça. Mais pour ceux qui ont déjà eu affaire au service d'un artisan encadreur et qui ont pu le comparer à un cadre standard acheté en grande surface, c'est deux produits totalement différents. Et en fait, d'un côté, on achète vraiment un cadre, de l'autre côté, on achète un objet et un service. Le service de l'artisan encadreur, et j'allais dire à chaque fois, ce que je dis, c'est que nous, on ne vend pas des cadres, on vend vraiment une prestation d'encadrement et on vend un savoir-faire. Et qu'en fait, c'est la valeur ajoutée de l'artisan, au-delà de faire un cadre sur mesure, c'est vraiment de mettre en valeur l'œuvre au sein d'un cadre, de choisir les produits, de conseiller et d'en faire un objet unique en fait. Et le paradoxe des grandes surfaces et de la décoration standardisée, dans l'encadrement du moins, c'est que c'est l'œuvre qui s'adapte au cadre et non l'inverse. Alors que l'encadrement, c'est à la base, c'était un métier où les gens conseillaient pour vraiment avoir un produit unique. Justement, on va faire un petit zoom sur le marché qui est celui de la décoration. Donc on le disait, en effet, c'est un marché à réinventer et qu'on n'imaginez pas à ce point digital, parce que vous, votre logique, c'est d'amener
via Internet ces Exactement. possibilités d'encadrement, sans même finalement aller dans l'atelier. Vous déplacez, exactement. Alors, juste pour un état des lieux un peu de notre activité, nous, on a monté un atelier à l'été dernier qu'on a installé du côté de Lyon. On est vraiment dans un entrepôt, dans un centre logistique où on a installé toutes nos machines et les artisans travaillent sur place. Et en fait, on n'a pas de porte. Et en parallèle, on a développé un outil, un site, une web app qui permet de personnaliser un cadre, d'importer un visuel de l'œuvre à encadrer. C'est ça le pas de porte, en fait, finalement, exactement. La vitrine, c'est Exactement. Internet. La vitrine, c'est Internet, c'est vraiment l'outil digital qui va permettre de projeter une œuvre au sein d'un cadre, de faire défiler les différentes baguettes et de même projeter ce cadre dans l'intérieur pour vraiment avoir une expérience un peu de réalité augmentée et d'aider à la décision d'achat et de conseiller au mieux le client sur notre site. Vous inscrivez dans la tradition des made.com ou des initiatives comme celle-ci qui ont tenté et qui tentent toujours de révolutionner ce marché de la décoration intérieure? Oui, alors des marques comme Made.com, c'est vraiment des produits bien identifiés. Nous, c'est réellement la digitalisation d'un service. Le point d'entrée, c'est que la personne va nous dire quelle œuvre elle a encadrée, va spécifier les dimensions et après va rentrer dans un funnel de personnalisation pour créer étape par étape son cadre sur mesure. Oui. Non, il n'y a pas réellement de produit à date en fait. C'est pour ça que quand on arrive sur le site, c'est vraiment vous êtes chez l'encadreur. Comme au même titre que je passe le pas de porte d'un artisan encadreur, on va me poser la question mais que voulez-vous encadrer? Et c'est à partir de là qu'on a digitalisé toute cette expérience-là. Et c'est un marché qui avait déjà attiré d'autres entrepreneurs, il y avait une compétition Alors justement, non. Nous, vraiment, quand on a décidé de se lancer là-dessus, à la base, c'est parti vraiment d'un constat qu'il y avait des cadres partout au mur et que nous, on avait envie de faire encadrer quelque chose sur mesure et en fait, il n'y avait pas de service qui correspondait à nos nouveaux modes de consommation. Et en fait, il y avait soit des sites en ligne qui proposaient des cadres sur mesure mais envoyés nus et là, c'est vraiment, on retourne dans le produit d'un cadre, c'est 4 bouts de bois, si je puis dire. Et il n'y avait pas réellement de marques qui proposaient la digitalisation de ce service. Et donc, on s'est un peu... on a été un peu pionnier là-dedans en essayant de vraiment apporter une touche digitale à ce métier artisanal en fait. Donc, Bon, justement, on va creuser comment cette entreprise est née et est en train de se développer. Alors on imagine que vous avez, quand on part d'une feuille blanche, je ne sais pas si vous aviez déjà des connaissances de ce métier ou comment est-ce que vous êtes intéressé à ce métier. Du coup, il a fallu aller faire des stages chez des artisans cadreurs. C'est un très bon point. Alors le point de départ, c'est vraiment une expérience. J'ai voulu faire encadrer une lithographie à offrir pour ma mère et en fait, j'ai pas trouvé un service qui me correspondait. Je suis allé chez un artisan à Paris, mais c'était tout simplement hors budget. Et d'un autre côté, j'avais pas envie d'offrir ce cadeau-là dans un cadre standard parce que j'avais envie d'une prestation personnalisée et vraiment d'un produit qui sort de l'ordinaire. Et après, donc en regardant en ligne, je me suis dit, il y a forcément une start-up qui essaie de digitaliser ça. Il y a des startups surtout. Je travaillais en venture capital à l'époque, donc du coup, je voyais plein de projets qui émergeaient ici et là, qui révolutionnaient ceci et cela. Et je me suis dit, mais il y a des cadres de partout, il y a forcément une marque ou du moins une initiative qui digitalise tout ça. Et vous n'avez pas trouvé? Et j'ai pas trouvé. Et après, en rebouclant du coup avec Nicolas, mon cofondateur, qui m'a dit, en fait, on se faisait énormément de retours d'expérience, et il m'a dit, mais moi j'ai eu la même problématique sur l'impression. J'ai voulu faire imprimer une photo, l'offrir à un ami, et en fait, il s'est heurté un peu à la polarisation du marché de l'impression en ligne et de l'encadrement, qui est soit du mass market bas de gamme, donc il y a plein d'apps d'impression en tout genre, mais pas spécialisées sur la déco murale, ou le très haut de gamme, des prestats vraiment B2B pour les artistes, où là, ça ne parle pas aux particuliers. Donc on s'est dit, punaise, moi j'ai eu l'expérience sur de l'encadrement physique, une œuvre que j'avais déjà chez moi, et Nicolas sur l'encadrement, l'impression d'une œuvre digitale. Et là, vous êtes dit, il y a un marché. Donc c'est bien la preuve, il n'y a pas des startups surtout, continuez. Exactement, il faut vraiment écouter les... Mais alors, je reviens à ma question. Comment est-ce que du coup, parce que vous n'étiez pas ni votre fondateur, votre cofondateur, ni vous, des spécialistes de l'encadrement, comment est-ce que vous êtes intéressé à ça? Comment est-ce que vous avez découvert ce métier? Comment vous vous êtes dit, ça peut devenir mon métier? Alors, on a commencé par rencontrer les acteurs de la filière, faire un état des lieux de ce qui se passait, notamment rencontrer les artisans encadreurs. On s'est aperçu qu'il y avait une génération d'artisans encadreurs qui ne trouvaient pas repreneurs, beaucoup de boutiques fermées. On a contacté des centres de formation d'artisanat et ils nous ont dit qu'en fait, il y avait de moins en moins de personnes qui souscrivaient
pour ce type de formation-là. Et après, via un forum, on a rencontré du coup Étienne qui a rejoint l'aventure, qui est lyonnais, qui est artisan cadreur et qui lui revenait de 3 ans en Australie, dans lequel il avait travaillé dans une galerie, dans un atelier d'encadrement là-bas. Et en fait, ça a été la 3e roue du carrosse et on a appris à ses côtés l'été dernier déjà à monter l'atelier, à découvrir le produit, à sélectionner les produits et les fournisseurs et à faire les premiers prototypes. Mais alors, votre idée, c'est pas uniquement d'être une vitrine Internet et puis derrière de faire le métier de façon traditionnelle avec des artisans cadreurs classiques. Ouais. C'est aussi de révolutionner cette production et d'automatiser celle-ci au maximum. Donc là, il a fallu aussi innover. Exactement. Par, encore une fois, la technologie, on a développé notre propre logiciel de gestion des commandes parce que c'était ultra spécifique, on ne pouvait pas utiliser un Shopify, quelque chose sur étagère. Et en fait, c'est comment l'outil qu'on a développé pour gérer nos commandes va aider l'artisan cadreur dans notre atelier à proposer un produit sur mesure avec une logique de volume derrière. Et comme tu l'as très bien dit, notre logique, c'est de garder le produit qualitatif de l'artisan cadreur et de l'amener à un niveau de production en volume qui permet d'en faire vraiment une boîte qui scale. Oui, parce que c'est ça l'ambition de toutes les startups qui se respectent, c'est le passage à l'échelle, scale-up en anglais. Exactement. Et donc là, il a fallu se creuser les méninges, j'imagine, parce que c'est un métier quand même où il y a une part de manuel. Il y en aura toujours une et je pense que c'est ça qui est beau. Et je pense que dans beaucoup de secteurs et dans le secteur de la déco d'intérieur, va y avoir la nouvelle révolution du sur-mesure digitalisé. Et on s'inscrit vraiment là-dedans. Et je pense qu'en fait, l'ère du standard et de la fast furniture, qui nous mène dans une impasse d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental, et qui représente une perte de valeur pour le produit final et donc pour le consommateur, je pense qu'on a atteint la fin de ce modèle. Et que justement, les artisans de demain sont à la fois des artisans, des marketeurs, des développeurs. Et comment la rencontre entre le digital et l'artisanat peut réinventer tout ce point-là. Le digital qui mange le monde, hein, comme disait Horowitz, et comme le dit toujours Horowitz. Et donc c'est ça votre logique. Si on se dit qu'un artisan encadreur travaille à 100% de façon artisanale, où est-ce que vous allez placer le curseur entre ce qui est industrialisable et la partie qui va rester artisanale? Alors il y a 2 aspects dans l'encadrement. Il y a l'aspect création du cadre. Donc vraiment, c'est découpe du bois, assemblage du bois, découpe de la vitre, tout ça sur mesure. Tout ça, ça peut être fait de manière plus ou moins automatisée. Par contre, il y a tout l'aspect, ce qu'on appelle nous mise en conservation, c'est comment l'œuvre va être manipulée, comment l'œuvre va être placée au sein du cadre. Et c'est là où on retrouve le côté service qu'on a toujours eu à cœur de développer, ce qu'on veut mettre en avant sur le site. Et c'est tout l'aspect vraiment difficile parce que ça nécessite vraiment un savoir-faire manuel et d'avoir l'œuvre entre les mains. Et cet aspect-là, c'est vraiment l'artisan encadreur qui fait ceci, qui a cette expertise. Et là, on ne va pas pouvoir automatiser. Mais toute la production du cadre et j'allais dire le sandwich, on peut le faire de manière automatisée et l'assemblage, ce sera vraiment un humain. Et la prise de commande. Et donc si je reviens à ma question un peu globale, entre un artisan au coin de la rue et votre solution, vous êtes à quoi? 60 automatisé, 70% automatisé? Alors dans tout ce qui est prise de commande, c'est automatisé. À 100%? Ouais, à 100%, exactement. Après, dans l'aspect production, on va dire 50-50, comme je te l'ai dit, l'aspect création du cadre, fabrication du cadre et derrière mise en conservation. Et voilà. D'accord. Un mot sur le business model, comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Eh ben, en encadrant, en vendant une prestation d'encadrement, en achetant de la matière première brute auprès de fournisseurs qui ont été identifiés, qui sont tous européens ou même au maximum français, et en retravaillant cette matière première et en revendant un produit fini. On sent une dimension durable et environnementale, ESG, ou en tout cas, je ne sais pas comment vous le qualifiez, mais éthique, on pourrait dire. Exactement. L'approche, elle est durable au sens large, durable dans le produit, parce que c'est des produits de qualité qui durent toute une vie. Durable dans la sélection des fournisseurs avec qui on travaille. On utilise des essences naturelles et on s'inscrit dans cette dimension éco-friendly, d'une marque vraiment qui a le sens des enjeux de la planète. Et en fait, toutes les marques de la décoration et même toutes les marques au sens large s'inscrivent là-dedans et pour nous, c'est évident. Et enfin, une logique aussi sociétale parce que on recrute des personnes pour aller à l'atelier, on forme aussi, on a à cœur de former des personnes. C'est combien de personnes actuellement à l'atelier? Alors pour l'instant, on est 4 personnes à travailler à l'atelier et à la fin de l'année, on aimerait doubler les équipes.
avec tout un aspect formation d'un apprenti, enfin de plusieurs apprentis à l'atelier, pour, j'allais dire, oui, redorer un peu l'image de l'artisan encadreur et surtout dire, ça peut être, en fait, c'est des métiers très cool. Et nous, on a à cœur de proposer au sein d'Alama à la fois le côté start-up, DNVB, tous ces buzzwords, mais qui correspondent à des réelles tendances de consommation, et l'aspect savoir-faire artisanal, et combiner les deux, je pense que c'est la recette gagnante. Lama Factory, pourquoi ce nom? Ça fait penser à Tintin. Alors non, nous vraiment c'était Lama de l'animal. Et en fait, comme Lama, en fait c'est un projet à la base de deux copains avec Nicolas avec qui on s'est rencontrés en école d'ingénieur, et on a toujours eu envie de partir élever des lamas en Patagonie. Ah oui. C'était un peu notre. C'était un autre projet. C'était un autre projet. Peut-être le prochain. Peut-être le prochain, qui sait. En tout cas, c'était vraiment, c'était un peu notre running joke comme on dit. Et quand on a eu l'idée de monter Lama, on a dit bon bah en fait on va appeler nos 4 des lamas et c'est notre, voilà, ce sera notre identité et ça fait appel à cette amitié. Voilà. Et vous parliez du prix qui était excessif quand vous alliez pousser la porte d'un encadreur traditionnel. Comment est-ce que vous êtes positionné par rapport à cette problématique? On est 50% moins cher. Et en fait, nous, au-delà du prix, c'était le manque de transparence. C'est que quand on va chez un artisan encadreur, on ne sait pas quel prix on va payer. Il y a X questions avant d'avoir un prix et que, en fait, il y a un manque total de transparence. Et moi, c'était une expérience qui était très frustrante. Alors que quand on va sur le site Lama Factory, vous rentrez les dimensions et directement, vous savez le prix. Et alors, vous parliez des DNVB, les Digital Native Vertical Brands, c'est-à-dire les marques qui naissent et vivent grâce à Internet. Vous vous inscrivez dans cette tendance? Tout à fait. Il y a une logique de faire tomber les intermédiaires. Nous, vous commandez directement auprès d'un atelier d'encadrement en France. Donc vous ne passez pas par une grande surface qui va acheter un fournisseur on ne sait où et voilà. Et il y a une logique de création de communauté. Et en fait, ce qui se prête... Pourquoi communauté? Parce que j'imagine qu'on ne change pas de tableau toutes les semaines dans son salon. C'est sûr, mais après, en fait, toutes les marques de décoration, au même titre que vous achetez une table, vous avez envie de savoir d'où elle vient. Et d'avoir un compte Instagram, un compte Facebook qui documente tout le process de fabrication, qui met en avant les fournisseurs, qui racontent l'histoire derrière votre produit, c'est hyper important et on s'inscrit dans cette démarche de transparence. Et en fait, c'est une manière de se connecter, de partager avec la communauté et d'imaginer des nouveaux produits. Et des nouveaux services, on pourrait imaginer que comme vous avez accès à beaucoup d'œuvres qui passent par vos ateliers, vous pourriez presque créer une place de marché après, du secondaire? Alors, le point d'entrée, c'est vraiment l'encadrement sur mesure, mais et oui, ça peut être clairement une stratégie de développement. Ce serait rigolo de se dire, bon bah tiens, voilà, moi j'ai fait encadrer cette œuvre, mais il y a quelqu'un qui me fait une offre et je suis alerté parce qu'il la trouve intéressante. Pourquoi pas, ou sinon c'est vraiment connecter, proposer notre service d'encadrement sur mesure à des places de marché qui sont déjà existantes pour accompagner la personnalisation du produit sur directement la place de marché. Ça peut être nous proposer du contenu, travailler avec des artistes. Depuis le début, on s'inscrit dans une démarche de collaboration avec des artistes. Et en fait, on a plein de projets dans les tuyaux, comme on dit. Ouais, ça peut aller dans plein de directions. Ça peut aller dans plein de directions. Et vraiment, l'ambition, depuis le début, c'est de créer une marque de décoration murale. Et notre point d'entrée, c'est l'encadrement sur mesure. Et comment demain, je peux aller sur Lama Factory, être un peu le one-stop shop pour faire une déco murale 100% personnalisée. Et qui t'a proposé des produits et déjà tout fait aussi peut-être? Alors du coup c'est un enjeu et en fait on fait une campagne de crowdfunding le mois prochain en juin pour lancer des produits autour du cadre photo. Et en fait là on parle plus de sur-mesure mais de personnalisable, donc il y a un format de photo fixe, des compositions murales. Vous pouvez acheter des gallery walls, donc des compositions de cadres avec des formats fixes, mais vous avez la personnalisation de la baguette et vous la personnalisez avec vos propres photos, vos propres œuvres. Et donc cette campagne est censée rapporter combien en fait? Vous avez besoin de combien en termes financiers pour atteindre votre Alors point c'est mort? plus un enjeu de précommande. Quand on fait une campagne de crowdfunding, on a deux aspects. C'est soit un nombre de précommandes quand on fait des précommandes de produits ou un aspect volume d'argent. Nous, comme c'est vraiment le lancement de nouveaux produits, c'est un objectif de 100 précommandes. En fait, c'est vraiment un palier minimum. On espère évidemment mobiliser plus de personnes dans notre communauté. Sur quelle plateforme on pourra vous retrouver? Sur Ulule, exactement. Voilà, donc du coup je vous invite tous à venir Ulule. Mais donc c'est pas ça qui va financer l'entreprise? Non, c'est pas ça qui va venir financer l'entreprise, ça va nous permettre de démocratiser un peu notre produit, de faire un peu un effet de com et de rendre accessible un premier lama, parce qu'on les appelle des lamas, à tout à chacun si je puis dire. Ensuite, ce qui va vraiment permettre de développer notre atelier, on s'est rapproché de Business Angel,
qui nous accompagnent dans ce projet, qui ont eu l'habitude de monter des marques, et notamment des DNVB. Donc, comme tout projet, quand on a envie d'amorcer la pompe, il faut un peu de capitaux. C'est des gros investissements? Non, c'est pas des gros investissements, c'est vraiment le début de l'aventure, mais ça nous suffit pour doubler l'équipe et pour imaginer de nouveaux produits. Et l'ambition de Lama Factory, c'est quoi, si on se projette à 5 ans? Devenir une marque de décoration murale à l'échelle européenne. Voilà. Alors, on va parler de vous, Jean, maintenant, et de votre parcours en tant qu'entrepreneur. Alors, Jean, vous l'avez rappelé, hein, vous étiez dans le monde du venture capital et du financement. C'est assez rare finalement, je ne sais pas si c'est assez rare parce que c'est vrai qu'on voit parfois des banquiers qui deviennent agriculteurs, mais c'est vrai que c'est un cheminement. On aurait pu se dire, pour poser la question différemment, que quelqu'un qui a l'habitude de manipuler tous ces concepts, ces business models, serait allé sur quelque chose d'encore plus virtuel, un software, une société en SaaS. Ouais. Et là, vous êtes revenu sur quand même quelque chose d'assez tangible, avec du concret, un atelier. Ouais. Est-ce qu'il y a une explication ? Alors, je pense que c'est dans l'ADN de Nicolas et moi depuis le début. On a toujours eu à cœur de revenir sur, comme tu as dit, quelque chose de concret. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'était de réinventer avec notre parcours, notre ADN, ingénieur, digital, un produit qui est, entre guillemets, vieux comme le monde. Et la personne qui a travaillé en venture, l'ingénieur qui fait des SaaS à tire-larigot, c'est vu et revu. Nous, en fait, on s'est dit, on aime vraiment le produit, on a toujours une passion, que ce soit pour l'art, moi quand j'étais petit je travaillais dans l'atelier avec mon grand-père, je faisais des meubles en bois, donc j'avais vraiment le plaisir de manipuler la matière. Ouais. Et en fait, je trouvais ça vraiment très intéressant de mettre notre parcours à disposition pour la cause d'un produit vraiment tangible. Et donc en fait, on peut tout réinventer avec ce type de modèle, des métiers en effet hyper traditionnels à l'origine. Amazon est né comme ça, après tout c'était une librairie. Hein. Exactement, c'était une librairie en ligne qui derrière, maintenant ils font tout, ils vont envoyer des hommes sur la Lune. Donc on ne sait pas ce que fera la Lama dans 20 ans, peut-être qu'on prendra la même trajectoire, on nous le souhaite. Mais oui, je pense que vraiment le point d'entrée c'est l'identification d'un besoin, un fit avec le produit, nous on est vraiment passionnés par ça et en fait en mettant les mains dedans on se dit mais c'est trop cool, quand on parle avec des artistes on imagine, il faut avoir un goût pour le design, pour la déco et il était là à la base. Et en fait, c'est aussi un choix un peu stratégique de se dire, nous, on est à l'aise sur le produit et peut-être que notre profil, notre parcours va avoir un élément différenciant dans cet écosystème. Et qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même en tant qu'entrepreneur, justement, par rapport à la casquette plus de conseil qui était la vôtre avant ? Alors dans le conseil, on a à cœur de faire les choses parfaites pour le client, c'est très analytique. Là, en fait, il faut juste, comme tout entrepreneur, il faut juste exécuter. Pour que ça marche. Pour que ça marche, il faut exécuter, il faut délivrer même si ce n'est pas parfait. Je dirais peut-être un de mes défauts, un de nos défauts avec Nico, c'est qu'on a envie que tout soit parfait parce qu'on a vraiment une idée du produit en tête. Et le problème, c'est qu'il y a c'est un peu le discours bateau, mais il faut mieux avoir un skateboard qui roule qu'une Ferrari qui ne roule pas. Ouais, il faut faire des compromis quand on est entrepreneur. Et ça, vous le découvrez au quotidien. Il y a des choses que vous avez apprises, que vous ne connaissiez pas, parce que vous connaissiez tout de la théorie d'une entreprise, d'une start-up, on peut dire. Beaucoup de choses. Ouais. Et est-ce que finalement, quand on enfile le bleu de travail, qu'on remonte les manches, est-ce qu'il y a des choses qu'on découvre encore ? En fait, on vend quand même un service, des produits in fine, il faut être commerçant. Et être commerçant, c'est quelque chose qui je pense, on l'a dans le sang, s'apprend peut-être, mais c'est surtout quelque chose qu'on n'apprend pas quand on est financier, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est le focus sur l'utilisateur, sur le client, la satisfaction à 100%. Et c'est tous ces aspects-là qu'on apprend au quotidien, et ça, c'est en échangeant avec les personnes qui nous ont fait confiance depuis le début. Alors, on appelle l'émission Business Models aussi parce qu'on s'intéresse aux modèles, aux figures qui peuvent être des références dans le parcours d'un entrepreneur. Est-ce qu'il y en a des connus, pas connus ? Alors moi c'est plutôt, dans mon secteur c'est certaines marques qui m'inspirent beaucoup. Je parle souvent de Tipto, c'est une marque qui a vraiment percé avec un monoproduit, une approche vraiment très design. Ils font quoi ? Alors ils font des pieds de table, ils sont hyper connus, vous pouvez les retrouver dans plein de concept stores très branchés à Paris. Et ils ont vraiment commencé avec la logique d'un pied de table. Un pied de table, design industriel, des couleurs vivantes et une approche hyper épurée, la construction d'une communauté. Et en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'ils sont arrivés avec un monoproduit et que leur objectif, c'est de créer de nouveaux produits, mais ils ont pris le temps de le faire, construire vraiment une identité et des valeurs. Et j'ai échangé avec le fondateur Mathieu et en fait, il disait, mais nous, on prend vraiment le temps et c'est ce qui nous correspond. Et je trouve ça hyper intéressant.
Du slow entrepreneur. C'est de la slow déco et du slow entrepreneuriat. La slow startup, c'est un concept nouveau dans ce monde qui veut toujours aller plus vite et accélérer. Bon. Merci en tout cas, Jean, d'avoir partagé avec nous cette belle aventure. Hein. Vous nous tiendrez au courant avec grand plaisir. Pour savoir comment se développe cette société, la MaFactory. On donne le site web peut-être pour ceux que ça intéresse. lamafactory.com, tout attaché. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci, à bientôt Jean, merci Thomas. À vous tous de nous suivre et pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.